Bonjour à toutes et à tous, désolée pour ce petit retard. Je suis Aurélie Cazobon, coordinatrice pédagogique Orion Santé. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 15e épisode de la saison 2 des webinaires Orion. Je suis accompagnée de Florian Rousseau, expert sur la NGAP. Bonjour Florian. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, comment facturer les frais de déplacement. Je suis sûre que ça vous parle. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un sujet essentiel pour les infirmiers libéraux, hein. Une bonne cotation, c'est la base pour être en règle avec la nomenclature et surtout valoriser correctement son travail. Justement, peux-tu nous rappeler dans un premier temps qu'est-ce que l'IFD? Oui, bien sûr, l'indemnité forfaitaire de déplacement, qui est un peu la base de la facturation de notre tarification dans le cadre des déplacements à domicile. Donc, on retrouve cette indemnité forfaitaire de déplacement dans l'article 13 des dispositions générales. Alors, comment il se définit? C'est assez simple. C'est lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération. Ou alors, lorsque la distance qui les sépare est inférieure à 2 km en zone pleine ou 1 km en zone montagne. On dit alors que l'indemnité de déplacement est forfaitaire, hein. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que pour facturer une indemnité forfaitaire de déplacement, une IFD, il faut que la résidence du malade et celle du professionnel soient identiques. C'est la même agglomération. Sa valeur est de 2,75 €. Elle a été réévaluée depuis la parution de l'avenant 10. Il y a une valorisation de 10%. Avant, c'était 2,50 €, maintenant 2,75 €. Par contre, l'IFD ne peut pas s'appliquer dans le cadre de patients dépendants dans le cadre du BSI. On verra qu'il y a une autre cotation pour le déplacement dans le cadre du BSI qu'on va voir après. Et par contre, l'IFD peut se facturer à chaque séance de soins selon les besoins de la prescription. C'est-à-dire que plusieurs fois par jour, on peut avoir plusieurs déplacements. Je sais que pour certains infirmiers, c'est assez évident parce qu'ils exercent depuis plusieurs années, mais voilà, retenez qu'on peut avoir plusieurs déplacements dans la même journée, donc plusieurs IFD. Merci pour ces éclaircissements, Florian. Parlons maintenant de l'IFI. Alors, l'IFI, comme je vous disais, l'indemnité forfaitaire infirmier qui va concerner donc les patients en situation de dépendance qui vont nécessiter bien sûr des déplacements à domicile, car on le rappelle, la dépendance ne peut se facturer que à domicile, jamais au cabinet. Donc, dès lors que le patient est en situation de dépendance, la lettre clé qui doit être privilégiée pour ces déplacements dans le cadre des soins de dépendance, c'est l'IFI, indemnité forfaitaire infirmière, qu'on retrouve dans l'article 13-D des dispositions générales. La valeur, c'est exactement la même que l'IFD, 2,75 €. Il peut être facturé en association donc aux trois niveaux de forfait, A, B ou C, BSA, BSB, BSC, mais aussi avec la démarche infirmière, car il est aussi possible de facturer un déplacement lorsqu'on démarre la prise en charge d'un patient dépendant et qu'on va à domicile, ne serait-ce que pour faire le recueil de données, pour établir notre bilan de soins infirmiers. C'est possible, on a cette possibilité-là. Dans l'usage, je sais que c'est des fois utilisé, des fois moins selon les régions, car des fois, il arrive que les patients dépendants, on les connaît déjà, donc on n'a pas forcément le nécessaire besoin d'aller au domicile pour faire le recueil de données, parce qu'on a déjà des dossiers de soins pour d'autres soins qui sont déjà très étayés. Par contre, l'IFI, à la différence de l'IFD, c'est que lui, il peut être facturé isolément, seul, parce qu'en fait, l'IFI n'est pas qu'une majoration de déplacement, il est aussi une lettre clé. Et ça, cette notion, elle est importante, c'est ce qui fait que l'IFI peut exister tout seul. À la différence de l'IFD, qui n'est qu'une majoration, lui ne peut exister que s'il se raccroche à une lettre clé type AMI, par exemple. Il peut s'associer éventuellement à un acte qui est cumulable avec le BSI en AMX, c'est aussi possible également. Et l'IFI, par contre, lui, il est limité à 4 par jour et par patient. C'est le nombre maximum d'IFI qu'on peut facturer par jour et par patient. Et il est associé toujours à un coefficient, vu que je vous ai expliqué qu'il était une lettre clé. Une lettre clé ne peut jamais exister sans un coefficient. Donc, coefficient 1 ou 0,01. On aura l'occasion de voir tout à l'heure dans une autre diapositive la différence qu'il y a entre les deux.
Maintenant que nous sommes plus au clair avec l'IFI, nous allons aborder un point important avec Florian, la facturation des ICA. Les ICA, ouais, les indemnités kilométriques. Alors, je sais que tous les infirmiers ne sont pas soumis à l'application des indemnités kilométriques. Il en existe trois différentes. Parce que généralement, quand on exerce par exemple en zone urbaine, bah, les ICA ne nous concernent quasiment pas ou très peu. On va plutôt penser aux infirmiers qui vont exercer en zone rurale. La définition pour pouvoir appliquer les ICA, c'est lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération. Donc ça, c'est le premier fondement pour pouvoir facturer des ICA, c'est que le malade et l'infirmier ne sont pas dans la même agglomération. Et deuxième condition, c'est lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en zone plaine ou 1 km en zone montagne. On va voir que ces 2 km en zone plaine ou 1 km en zone montagne, en fait, ben, correspondent à l'IFD. Et comme les ICA vont être cumulables avec l'IFD ou l'IFI, peu importe, hein, selon le type de prise en charge que vous avez, donc on va devoir déduire ces kilomètres forfaitaires qui ont déjà été payés par l'indemnité forfaitaire. Pour rappel, voilà, je vous ai mis on va dire la valeur monétaire de chaque ICA. Donc les ICA, donc 35 centimes en zone pleine. En zone montagne, qu'on appelle également l'IKM, 50 centimes. Et alors l'IKS, beaucoup moins utilisé, mais bon, il a le mérite d'exister quand même. Donc c'est quand on est à ski ou à pied, donc 3,40 € du kilomètre. Alors, concrètement, comment calculer les ICA? Si l'IFD, l'indemnité forfaitaire de déplacement, est assez simple à facturer, pour les ICA, ça se corse un petit peu. La règle à retenir, c'est la règle du cabinet le plus proche du malade. C'est-à-dire que ça peut être vous, vous pouvez être le cabinet le plus proche du malade, mais ça peut être aussi un autre cabinet infirmier qui serait installé plus proche que vous du malade que vous prenez en charge. Et dans ce cas-là, ben, il faudrait prendre la règle du cabinet le plus proche. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis quelques exemples à la fin de ce diaporama où on va justement illustrer un petit peu ce calcul des ICA. Il faut donc calculer la distance qui existe entre le lieu professionnel du cabinet et le lieu du résident. Donc on va prendre la distance la plus courte qui existe, hein. On va calculer cette distance-là. Alors je sais que maintenant on peut s'aider d'outils, on a des outils sans faire aucune publicité, mais sur Internet, type Mappy, via Michelin, et on a des très bons outils aujourd'hui pour calculer. La méthode de calcul, elle est simple. En zone pleine, on va ajouter la distance aller plus la distance retour, auquel on va soustraire 4 km, alors qu'en zone montagne, on va soustraire que 2 km. Cette soustraction correspond tout simplement à l'indemnité forfaitaire de déplacement ou à l'IFI, hein, où on part du principe que selon le code réglementaire, un IFD équivaut à 4 km ou un IFI 4 km en zone pleine ou 2 km en zone montagne. Donc ça, c'est la méthode de calcul pour savoir combien on peut appliquer d'ICA si on sait quel est le cabinet le plus proche. Distance aller plus distance retour, moins 4 km en zone pleine ou 2 km en zone montagne, selon là où on se situe. Il existe néanmoins un plafonnement des ICA. Donc, par jour de travail d'un infirmier libéral, entre 0 et 299 ICA facturés, il n'y a pas d'abattement. À partir de 300 ICA jusqu'à 399 ICA facturés, 50% d'abattement, c'est-à-dire qu'on va couper les ICA en deux. Et à partir de 400 ICA, 100% d'abattement. Donc là, les ICA au-dessus de 400, ils disparaissent. Alors attention, notez bien que ce sont des ICA facturés et non pas des kilomètres réalisés, étant donné qu'on est sur une facturation dite en étoile. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que la facturation en étoile? C'est la définition que je vous ai mis dessous qu'on retrouve dans la nomenclature. Les infirmiers conservent la possibilité de pouvoir facturer les indemnités kilométriques à partir du cabinet professionnel, et ce, même dans le cadre des tournées journalières au domicile des patients pour lesquels les infirmiers ne reviennent pas systématiquement entre chaque passage à leur cabinet. C'est-à-dire qu'on facture la distance aller-retour comme si on retournait à notre cabinet, mais je sais que dans notre exercice, c'est pas ce que l'on fait, parce que ben, quand on prépare notre tournée, on va essayer ben, de mutualiser au maximum les patients pour avoir le moins de kilomètres à faire. Mais on va facturer comme si le point central, le milieu de notre étoile, était notre cabinet et qu'on calculait la distance entre chaque patient. Donc voilà pourquoi ça s'appelle la facturation en étoile, mais qu'il existe un plafonnement journalier à partir de 299 ICA.
Il existe néanmoins une dérogation par rapport à ces ICA. Cette règle dont je viens de vous parler, hein, la règle du cabinet le plus proche, ne s'applique pas dans deux conditions. L'une, c'est si le patient est pris en charge dans le cadre du Prado. Donc, quel que soit son motif de prise en charge, dès lors qu'il est pris par le Prado, eh bien, la règle du cabinet le plus proche ne s'applique pas. Donc, il ne faut pas s'interroger de savoir quel est le cabinet le plus proche, peu importe. Vous avez été désigné par le patient pour le prendre en charge. Vous pouvez appliquer des ICA sans vous soucier de qui est le cabinet le plus proche. Aussi, ça ne s'applique pas pour les infirmiers en pratique avancée, donc nos collègues qui sont IPA et qui exercent en secteur libéral. Pareil, ne se soucient pas de cette règle non plus. Eux, ils ont une dérogation. Enfin, l'avenant 8 de la Convention nationale qui a été signée en novembre 2021 prévoit des accords locaux. Alors, pourquoi on a eu ces accords locaux? C'est de manière à définir la notion d'agglomération et de regroupement de communes. Parce que ben, selon les départements, selon les régions, il y a des disparités, on va dire, hein, des communes qui sont plus ou moins étendues. Et comme il était impossible d'avoir un consensus en fait national sur le plan de la Convention, l'avenant 8 a prévu que chaque caisse départementale signe des accords locaux avec les représentants de la profession pour définir justement une liste départementale où les ICA sont applicables ou non selon telle ou telle commune et surtout de définir d'éventuelles dérogations, par exemple pour les zones montagne également, et de préciser la procédure de dérogation aux professionnels de santé le plus proche comme un infirmier cédant, par exemple, qui serait surchargé ou pour cause de maladie, etc. Donc, cette liste est accessible dans chaque caisse départementale, hein. Il faut vous rapprocher de votre caisse, hein, donc, pour la connaître. Donc, c'est toujours intéressant parce que des fois, je revois encore des collègues en formation qui sont surpris de voir que, ben, ils auraient pu appliquer des ICA sur telle ou telle commune, n'ayant tout simplement pas l'information. Et la procédure aussi de dérogation du professionnel de santé le plus proche, c'est intéressant de savoir que, par exemple, un infirmier qui serait surchargé en travail, malheureusement, et ne pourrait pas prendre ce patient qui est dans sa zone, on va dire, enfin, comme étant le plus proche, donc, il refuse la prise en charge. Si c'est un cabinet qui est plus loin qui le prend en charge, les deux cabinets peuvent signer du coup un document qui montre que celui qui est le plus proche refuse la prise en charge. Ça donnera droit donc à une dérogation à celui qui est un petit peu plus loin de pouvoir quand même appliquer les ICA et sans être lésé par ce cabinet le plus proche. Voilà, c'est une opportunité aussi qui existe. Merci pour ces informations, Florian. C'est toujours délicat de savoir comment coter ces ICA. Un cas particulier maintenant qui pose également question, hein. Que faire lorsque nous avons plusieurs patients au même domicile? Eh ben, la règle elle est simple à retenir, c'est que dès lors qu'on prend plusieurs patients en charge au domicile, un seul IFD ou un seul IFI. Voilà, nous ne pouvons pas appliquer plusieurs déplacements pour plusieurs patients au sein du même domicile lorsque bien sûr, on vient pour une même séance de soins pour un couple par exemple en même temps. Ce qu'on va faire, c'est un petit focus par contre sur l'IFI 0,01. Une petite particularité. Donc, c'est vrai que pour l'IFD, c'est assez simple. On ne facturera qu'un seul IFD parce qu'on aura souvent des AMI qui vont pouvoir se facturer pour valoriser les soins. Sauf que dans le cadre du BSI, il y a une petite particularité, c'est que les forfaits de BSI sont des forfaits journaliers, c'est-à-dire qu'ils ne se facturent qu'une seule fois par jour. Donc, je vous ai mis un exemple pour vous illustrer pourquoi utiliser l'IFI 001. Donc, je vais tenter de vous expliquer. Donc, prenez en charge un couple à domicile. Les deux nécessitent des soins de dépendance. Madame est valorisée par un BSA lors de la réalisation du BSI, monsieur par un BSB. Comme je vous ai dit, un seul déplacement possible par séance de soins. Le matin, bien sûr qu'on va venir faire les soins et pour madame et pour monsieur en même temps. Donc, arbitrairement, on mettra le déplacement sur l'un ou sur l'autre. Là, moi, j'ai choisi de le mettre sur madame. Donc, le matin, BSA plus IFI pour madame. Monsieur, juste son BSB, ça suffit. Le soir, comme je vous ai dit, ben, on ne peut pas refacturer le forfait. On va être obligé de mettre que les déplacements. C'est ça qui va représenter la dépendance. Donc, on met IFI 1 pour madame. Par contre, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on ne peut pas facturer deux déplacements. Donc, mettre IFI 1 aussi pour monsieur serait une erreur. Mais ne rien mettre serait aussi une erreur.
Parce que si je ne mettais rien dans la case de monsieur, ben, ce qui se passerait, c'est que lorsque, admettons, je réaliserai les soins le dimanche ou sur un jour férié, si ma case est vide, si j'ai pas mon IFI 001, eh ben, ma majoration de dimanche, par exemple, ne pourrait pas exister. Parce qu'on rappelle que les majorations ne peuvent pas exister toutes seules. Elles doivent se raccrocher à une lettre clé telle que l'IFI. Donc, certes, l'IFI ne représente que 3 centimes, hein, c'est une valeur qui ne représente quasiment rien, sauf pour nos majorations de dimanche, jour férié, enfin, ou toute autre majoration. Ça pourrait être très bien un patient en soins palliatifs également, hein. Donc, ça pourrait être une MCI, par exemple, qui pourrait venir s'y raccrocher, quelles que soient les majorations. Donc, d'un point de vue monétaire, l'IFI 001 ne représente rien, mais nous permet de facturer nos éventuelles majorations. Merci pour ces précisions, Florian. Et que fait-on en cas de déplacement non prescrit? Ça nous arrive quand même régulièrement dans notre pratique quotidienne. Et oui, ça, je sais que ça arrive très souvent où malheureusement, ben, on arrive pour faire des soins et le domicile n'est pas prescrit. Alors, je sais que ce qui arrive souvent, c'est dans le cadre des prises de sang, où on retrouve beaucoup, on arrive chez le patient et malheureusement, le domicile n'est pas prescrit. Donc, lorsque le déplacement au domicile du patient n'est pas prescrit par le médecin, on est autorisé à appliquer, pardon, un dépassement d'honoraires, c'est-à-dire un dépassement de déplacement. Ce dépassement de déplacement s'appelle DD sur les feuilles de soins ou dans vos logiciels métiers, hein. Donc, on va appliquer un dépassement d'honoraires. Donc, c'est autorisé par la convention, hein. C'est l'un des deux dépassements pour lesquels nous sommes autorisés à facturer un dépassement d'honoraires. Il en existe un deuxième qui s'appelle le dépassement d'exigence. Mais vous êtes autorisé à facturer un dépassement de déplacement. Je rappelle que vu que c'est un honoraire qui est non conventionné, hein, vu qu'il n'est pas prescrit, hein, la convention là ne s'applique pas, l'honoraire est donc libre. Vous êtes libre d'appliquer le tarif que bon vous semble. Alors attention, hein, avec tact et mesure, et attention aussi également sous réserve que le patient vous donne son accord, hein, car les dépassements d'honoraires ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Vous devez obtenir l'accord verbal suffit uniquement pour appliquer le dépassement d'honoraires. Nous ne sommes pas soumis à des accords écrits et signés du patient. Donc juste un accord verbal suffit et le montant est libre. Merci, Florian, pour toutes ces explications. Maintenant, laissons place à quelques exemples pour visualiser comment mettre en œuvre la facturation de ces déplacements. Oui. Alors, trois exemples que je vous ai mis pour essayer d'illustrer un petit peu ce que je viens de vous présenter. Vous intervenez pour une prise de sang prescrite à domicile chez un patient qui habite à 6 km de votre cabinet, dans une agglomération différente de votre lieu d'exercice. Et bien sûr, vous êtes le cabinet le plus proche et nous sommes en zone pleine. Alors, que pouvez-vous appliquer comme cotation? Donc, la prise de sang, AMI 1,5 plus la majoration d'acte unique étant donné que ce sera le seul acte de soin. Et nous sommes à 6 km. Donc, dans deux agglomérations différentes, on est le cabinet le plus proche et on est en zone pleine. On va d'abord facturer notre indemnité forfaitaire de déplacement, qui se facture quoi qu'il arrive, quels que soient les déplacements. Et là, on voit qu'on est donc autorisé à facturer en plus des ICA. Parce que, bah, rappelez-vous, nous ne sommes pas dans la même agglomération. Donc, la distance qui nous sépare, 6 km, 6 plus 6, ça fait bien 12, auquel je vais soustraire 4 km, ces 4 km qui vont correspondre à mon indemnité forfaitaire de déplacement, mon IFD, vu qu'on est en zone pleine. Donc, 6 et 6, 12, moins 4, 8, je suis autorisé, en plus de mon IFD, à facturer 8 ICA. Deuxième exemple, vous intervenez pour une prise de sang prescrite à domicile chez un patient qui habite à 8 km de votre cabinet dans une agglomération différente de votre lieu d'exercice. Dans l'agglomération où vit le patient, une autre collègue a son cabinet infirmier d'installer et vous êtes en zone pleine. Que pouvez-vous appliquer comme cotation? Et bien là, comme d'habitude, on va essayer d'appliquer la règle du cabinet le plus proche. Là, on voit que dans l'énoncé, le cabinet le plus proche, ben, si c'était la collègue qui était installée du cabinet, qui était installée, pardon, dans l'agglomération où vit le patient, si elle devait intervenir, elle n'appliquerait qu'une indemnité forfaitaire de déplacement vu qu'ils sont chacun dans la même agglomération. Donc même si c'est vous qui intervenez et que vous êtes dans une autre agglomération et que par principe, la distance qui vous sépare est éligible à la facturation des ICA, malheureusement, vous n'êtes plus éligible à ces ICA du fait que la collègue
est déjà implanté dans la même agglomération que votre patient. Dans ce cas-là, ben, vos ICA, ils disparaissent et vous ne pourrez facturer que l'indemnité forfaitaire de déplacement, donc AMI 1,5 plus MAU plus IFD. Enfin, troisième et dernier exemple, vous intervenez pour une injection sous-cutanée à domicile chez un patient qui habite à 9 km de votre cabinet, dans une agglomération différente de votre lieu d'exercice. Dans une autre agglomération, le cabinet le plus proche est installé à 7 km du lieu de résidence de votre patient. Vous êtes en zone montagne. Que pouvez-vous appliquer comme cotation? Et désolé, il y a une petite faute d'orthographe à appliquer. Donc, AMI 1 plus MAU pour l'injection, plus l'indemnité forfaitaire de déplacement. Donc ça, quoi qu'il arrive, elle s'applique toujours. Et là, même règle de calcul que tout à l'heure, règle du cabinet le plus proche. C'est pas vous, parce que vous êtes à 9 km. Le cabinet le plus proche, vous avez calculé qu'il était à 7 km du lieu de résidence de votre patient. Donc dans ce cas-là, c'est cette règle que vous appliquez. Même méthode de calcul, on applique la formule mathématique, hein, distance aller plus distance retour, 7 et 7, 14. Là, nous sommes en zone montagne, donc nous allons déduire 2 km à nos 14 km aller-retour. Donc ça permettra d'appliquer 12 ICA en plus de notre facturation forfaitaire. Merci Florian pour tous ces exemples bien précis. Maintenant, nous allons passer au temps de questions-réponses. Je suis sûre que vous avez plein de questions concernant les ICA dans votre pratique professionnelle et les déplacements. Je vous laisse poser vos questions dans le chat et nous allons y répondre pour un maximum d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va laisser quelques instants le temps que... Alors, je rappelle aussi en même temps, je reviens sur le temps que les questions se... Peut-être les questions arrivent. Euh, je reviens sur la diapositive. Quand un domicile n'est pas prescrit, attention, il est strictement interdit d'écrire sur une prescription. Hein. C'est pas parce que le médecin a oublié cette mention-là. Hein. Si un infirmier ou logiquement quiconque hein, écrit sur une prescription médicale, c'est considéré comme de la fraude. Hein. Donc, c'est une falsification d'un document officiel. Donc, il est strictement interdit d'écrire hein, sur une prescription à domicile. Alors, nous avons une première question. Comment savoir si nous sommes en zone plaine ou montagne? Alors ça, il faut vous rapprocher de votre caisse. Hein, les caisses, justement, ont le zonage de tous ces éléments. Donc ça, c'est assez facile. Maintenant, on le retrouve en plus dans les accords locaux depuis l'avenant 8. Ça a été une obligation. Hein. Toutes les caisses ont dû établir des accords locaux sur justement la liste des agglomérations, mais aussi la zone pleine ou zone pleine ou zone montagne. Merci Florian. Autre question. Lorsque nous allons dans les maisons seniors voir plusieurs patients, ne comptons-nous qu'un seul déplacement? Alors, cette question, oui, sur mais alors, ce qu'on appelle maison senior, alors attention, en fait, il y a plusieurs, on va dire, sémantiques qui existent. Hein. RPA, résidence pour personnes âgées, foyer soleil, résidence senior. Enfin, il y a beaucoup de dénominations. Ce qu'il faut retenir, c'est, là, on est plus dans l'article 13-1, en fait, des dispositions de générale de la nomenclature. C'est que si on intervient dans un établissement pour personnes âgées qui est géré par le CASF, le CASF, c'est le Code d'action sociale et des familles, et bien dans ce cas-là, on ne peut appliquer qu'un seul déplacement. Seulement, comment savoir quel établissement est géré par le CASF? Alors généralement, sont gérés par le CASF les EHPAD. Donc voilà, un EHPAD est géré par le CASF. Les maisons d'accueil spécialisées, les MAS, sont gérées par le CASF. Alors que ben, les foyers soleil, les résidences pour personnes âgées, les résidences autonomie, qui des fois peuvent jouxter un EHPAD, et là c'est encore plus difficile de faire la différence entre les deux, eux ne sont pas soumis à cette règle-là. Parce que dans notre nomenclature, on nous dit que si un établissement est géré par le CASF et qu'on intervient pour plusieurs patients ou plusieurs résidents, on ne peut facturer qu'un seul déplacement. Donc, dans le cadre des EHPAD, un seul déplacement. Par contre, si c'est pas un EHPAD, hein, si c'est un établissement qui n'est pas géré par le CSF, là, on peut appliquer un déplacement par personne parce qu'en fait, chaque personne a son adresse, son lieu de résidence différent. Le moyen qui peut être mémotechnique qui existe, c'est peut-être de vous rapprocher du chef d'établissement et de demander si, par exemple, ils font des évaluations gériatriques, parce que quand on en EHPAD, il est obligatoire de faire de l'évaluation d'autonomie pour pouvoir percevoir le forfait autonomie. Donc,
Ce sont des petites astuces qui existent. Pareil, les établissements qui sont gérés par le CASF ont un devoir alimentaire. C'est-à-dire que dès lors qu'on est en EHPAD ou en masse, c'est à la structure d'assurer le devoir alimentaire. Ce que n'ont pas, par exemple, les foyers soleil, résidences pour personnes âgées, etc., ou résidences autonomie. Eux n'ont pas cette obligation-là. Ils offrent cette prestation en plus, qui est payante généralement, hein, c'est un contrat supplémentaire, mais ils n'ont pas l'obligation. C'est pour ça, généralement, c'est des personnes qui ont des petites cuisines. On va retrouver chez ces gens-là des petites cuisines, des petites kitchenettes qu'on ne va pas retrouver dans les EHPAD, par exemple. Là aussi, moyen mémotechnique. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair, mais c'est pas facile. Merci Florian. Effectivement, c'est beaucoup plus clair quand même. Bonjour, si les patients notent eux-mêmes le domicile sur l'ordonnance car ils refusent le dépassement, le DD, que faire? Ah, que faire? Malheureusement, alors, s'ils le notent eux-mêmes et qu'ils le notent devant vous, bah, là, malheureusement, la fraude, elle est constituée quand même et elle vous rend complice. Après, malheureusement, c'est vrai que quand vous arrivez au domicile, c'est déjà noté sur l'ordonnance, vous ne pouvez pas savoir si c'est le patient, si c'est le médecin. Ça, après, voilà, si vous avez un doute sur l'authenticité du document, ben, il faut pas hésiter à ne pas appliquer ce qui vous semble litigieux parce que ça vous rend complice, malheureusement. Ensuite, autre question qui rejoint l'exemple de tout à l'heure. Bonjour, si intervention chez un couple dépendant juste le matin, on facture BSA plus IFI chez l'un et juste BSB chez l'autre. Ou alors BSB plus IFI 0,01. Non, s'il n'y a qu'un seul déplacement le matin, ce n'est pas nécessaire de rajouter l'IFI 001 parce qu'en fait, comme il y aura un forfait de facturé pour l'une, enfin, il y aura, oui, un forfait pour chacun et un déplacement sur l'un, mais pas sur l'autre. Quoi qu'il arrive, il y a déjà une lettre clé forfaitaire qui va s'appliquer. Donc, même s'il y avait une majoration à rajouter, la majoration va se raccrocher au forfait, par exemple. Donc, là, ce n'est pas nécessaire. Là, c'est vraiment l'exemple que j'ai donné. C'est vraiment s'il y a minimum deux déplacements pour les deux personnes au sein du même domicile. Mais Quel c'est outil utiliser pour... Pardon. Non, pardon, c'est vrai qu'au tout début, quand le BSI est arrivé, cette éventualité n'avait pas été prévue. C'est pour ça que l'IFI 001 est arrivé. Et même certains logiciels ont eu du mal un petit peu à se mettre à la page et n'autorisaient pas qu'on puisse facturer une majoration. Logiquement, maintenant, ils se sont tous mis à jour. Mais au début, c'est vrai que ça a été un peu ça, ça a été compliqué. Quel outil utiliser pour calculer MAPI où nous devons doter l'adresse exacte du patient? Ah ben alors sur Mapi, de toute façon, il va falloir, si vous utilisez Mapi, sans vouloir faire de publicité, hein, il va falloir noter l'adresse exacte de votre cabinet, celui du patient, et c'est ça qui va vous servir de méthode de calcul. Alors en prenant toujours la distance dite recommandée, pas forcément la plus courte, parce que la plus courte n'est pas forcément la plus rapide ni la plus facile. Donc la plupart des caisses hein, aujourd'hui partent du principe que c'est la distance qui va être recommandée, la plus usuelle. Donc, alors après, je sais que certaines caisses, dans leur commission paritaire, donnent des astuces à utiliser, ou via Michelin, Mapi, enfin, sans publicité, mais donnent des recommandations. On va répondre encore à deux petites questions et puis après, on terminera ce webinaire. Si je suis appelée en urgence chez un patient à 20h30, comment puis-je facturer mon déplacement? Eh bien, tout dépend d'abord ce qui a été prescrit par le médecin. Alors, il n'y a pas plus de précision, Aurélie, dans la question, il n'y a que ça? Non, 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 il n'y a que ça. Si je suis appelée en urgence à 20h30 chez un patient pour chute, comment puis-je le facturer? Alors, ben, déjà, la notion d'urgence dans l'exercice libéral n'existe que pour les perfusions. Hein, nous ne sommes pas malheureusement un service d'urgence. Et en l'absence de prescription, là, ben, il y a rien à facturer. Sauf dans le cadre des perfusions supérieures à 1 heure, où là, on a une obligation, on a une astreinte obligatoire. Et là, on peut facturer des déplacements, donc, mais que dans le cadre des perfusions. En dehors, ben, il n'existe aucune cotation. Hein. Voilà, après nous avons encore une autre question sur est-ce qu'on peut demander au patient de nous régler ses ICA dans le cas où il existe un autre cabinet plus proche? Ah ben, si le domicile n'est pas prescrit, effectivement, et que c'est une exigence du patient, c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais on aurait pu en parler aussi. Donc, dans le cadre des dépassements d'exigence, c'est-à-dire qu'il veut absolument que ce soit vous qui veniez, mais vous considérez qu'il n'est pas dans votre secteur géographique parce qu'il y a d'autres cabinets plus proches, il veut que ce soit vous. Vous pouvez tout à fait appliquer un dépassement d'exigence, et on le rappelle, c'est un dépassement. Donc, comme pour l'indemnité forfaitaire de déplacement,
Si vous estimez que les ICA sont en dépassement d'exigence parce qu'ils pourraient faire appel à un cabinet le plus proche, vous appliquez le dépassement que bon vous semble. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appliquer la règle dite conventionnelle, à savoir les ICA que vous factureriez éventuellement à la caisse d'assurance maladie. Donc, vous appliquez le forfait que vous souhaitez. Dépassement d'honoraires, on rappelle, l'honoraire, il est libre. Alors attention, avec tact et mesure, bien sûr. Enfin, dernière question. Tu as parlé d'une liste départementale où les ICA sont applicables. Où peut-on se la procurer? Alors, j'ai pas compris la question, Aurélie, pardon. Bonjour, vous avez parlé d'une liste départementale où les ICA sont applicables. Où peut-on se la procurer? Avant départemental, je comprends pas le mot que tu me dis, pardon. Ah, la liste, tu sais, pour les communes où on peut coter les ICA. Il y a certaines communes qui la Ah, fournissent. les accords Moi, je sais locaux. qu'on... Oui, les Voilà, accords locaux, oui. pardon. Oui, eh bien, cette liste, il faut directement voir avec la caisse primaire d'assurance maladie où vous êtes rattaché dans votre département. Voilà, toutes les caisses ont un accord local sur la facturation des ICA selon telle ou telle commune, parce qu'elle a été établie avec les représentants de la profession, donc souvent les représentants syndicaux, hein, qui ont voilà, établi une liste d'ICA selon possible ou non, selon la taille des communes et leur extension. Donc ça, il faut vraiment vous rapprocher de votre caisse qui vous donnera cet accord local. C'est une obligation depuis l'avenant 8, depuis 2021. Nous vous remercions pour toutes vos questions. Vous êtes toujours plus nombreux. Nous savons que ce sujet vous intéresse beaucoup. Malheureusement, nous allons devoir mettre fin à ce webinaire. Avant de nous quitter, je vous présente la solution qu'Orion propose pour vous accompagner sur des sujets d'actualité, les podcasts Orion. À très bientôt. Bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir, Florian. Au revoir Aurélie, au revoir à toutes et à tous.